Bonjour à tous et bienvenue sur la Banque Postale Asset Management Télévision. L'optimisme prévaut sur les marchés actions. Est-ce justifié? On va cela tout de suite avec Rachid Medjaoui. Rachid, bonjour. Bonjour. Alors, l'année 2013 semble finalement être un bon cru, alors qu'en 2012, les marchés actions avaient déjà bien progressé. Alors, après de telles performances, est-ce que la hausse devrait continuer? Alors vous avez raison, hein, le message que nous envoient la plupart de nos modèles de valorisation, c'est que justement ces actifs actions sont revenus à des valorisations en ligne avec la moyenne historique, et cela quel que soit le modèle que vous prenez. Alors bien entendu, hein, dans ces modèles, implicitement, vous anticipez une progression des bénéfices l'année prochaine, vous anticipez une hausse des taux, mais modérés, et une prime de risque qui revient à peu près là aussi sur la moyenne historique. Donc, sauf à ce que ces paramètres évoluent très fortement dans le bon justement, sens. il y a tout de même eu quelques avertissements sur résultats. Voilà, vous avez raison. C'est qu'aujourd'hui, quand le consensus attend déjà une belle progression des bénéfices, il faudrait que la croissance de ces bénéfices se révèle plus forte pour que ces modèles retrouvent un potentiel de hausse. Alors justement, est-ce qu'il y a des facteurs susceptibles de faire progresser le marché? Alors voilà, il ne faut pas non plus exagérer l'importance de ces modèles. C'est-à-dire que les marchés ne s'arrêtent jamais sur la moyenne. On sait très bien que les marchés ont tendance à justement aller très au-dessus ou très en dessous dans les périodes de baisse par rapport à ces moyennes historiques. Alors les facteurs, il y en a un qui a bien fonctionné et qui devrait continuer à fonctionner, ce sont les flux, tout simplement. Le fait qu'un certain nombre d'acteurs qui finalement ne sont pas suffisamment pondérés sur cette classe d'actifs, dans un contexte où les autres classes d'actifs offrent des rémunérations très très faibles, eh bien reviennent. Alors ces investisseurs, c'est notamment les investisseurs non européens qui avaient déserté complètement la zone euro lorsque, avant 2012, ils craignaient la fin justement de la monnaie unique, étant persuadés aujourd'hui que cette probabilité est quasiment nulle, même si la situation n'est pas complètement réglée, eh bien ils reviennent. On l'a vu dans les chiffres, hein, les montants sont très importants, mais ils sont encore relativement loin de leur pondération d'avant-crise. Et si les choses continuent à fonctionner normalement en zone euro, on peut penser que ce mouvement devrait se poursuivre. Donc facteur liquidité, un autre facteur ou pas? Les banques centrales, bien entendu, hein, ça a été un facteur clé depuis 2009, depuis le rebond des marchés actions après la grande crise de 2008. Ce facteur a été juste incontournable. Il devrait continuer à soutenir les marchés financiers parce que les banques centrales continueront globalement dans les pays développés à avoir des politiques monétaires très accommodantes. Alors vous dites que les banques centrales vont continuer à avoir des politiques monétaires très accommodantes, mais tout de même, la Fed va bien devoir un jour réduire ses injections de liquidités. Et est-ce que ça ne va pas peser sur les marchés actions? Alors effectivement, et puis c'est encore frais dans les mémoires, hein, on a l'épisode du mois de mai, mois de juin, lorsque la Fed avait justement averti qu'elle allait commencer à réduire le montant de ses achats. Les marchés avaient corrigé très très fortement, les taux d'intérêt s'étaient enflammés. Il y a ce risque-là. Nous, effectivement, notre attente, c'est que la Fed passe à l'action au cours du premier trimestre, ou en tout cas au cours du premier semestre, puisque en ligne avec notre anticipation d'un redressement de la croissance économique outre-Atlantique. Alors est-ce que cette fois-ci, même cause, même effet? Notre sentiment, c'est que l'effet devrait être beaucoup plus limité pour plusieurs raisons. La première, c'est que la Fed, justement, a vu l'effet d'une politique d'annonce trop directe sur les marchés financiers. Donc cette fois-ci, elle va être extrêmement prudente. Elle va certainement accompagner ce virage monétaire par une politique de communication très forte, axée sur une chose: l'idée que les taux d'intérêt à court terme, ces fameux taux directeurs qui, dans un monde normal, ce sont eux qui gouvernent les marchés financiers, eh bien ces taux d'intérêt à court terme qui sont aujourd'hui proches de zéro vont rester durablement bas. Et alors en Europe maintenant, il me semble que vous anticipez un redressement de la croissance. Alors pourquoi la Banque Centrale Européenne continuera à avoir une politique accommodante, elle? Alors vous avez raison, hein, là aussi notre scénario c'est d'un redressement graduel de la croissance économique en zone euro, qui n'a rien à voir avec le redressement de la croissance aux États-Unis qui est beaucoup plus fort, mais quand même on quitterait enfin 2 années de récession en zone euro. Alors pourquoi la BCE, effectivement, malgré ce redressement, continuera à avoir une politique très accommodante? Parce que d'abord, cette reprise est très fragile. 2,
on fait souvent une moyenne en zone euro, or les situations sont très disparates, c'est-à-dire qu'avec une Allemagne qui semble de nouveau presque flamber, comme si on en croit les indicateurs avancés, et puis d'autres pays comme malheureusement la France ou certains pays du Sud qui restent encore dans une situation très délicate, il faut avoir aidé. Deuxième chose, le crédit. Le crédit n'est toujours pas reparti, il continue même à se contracter. Or, vous ne pouvez pas avoir une reprise durable si vous n'avez pas une reprise du crédit. Et puis enfin, un élément qui préoccupe énormément la BCE et qui, à notre avis, va l'inciter à être encore plus proactive, c'est le fait que l'inflation a tendance à se modérer dangereusement, puisque dans un certain nombre de pays, on est sur des taux d'inflation à 0. En France, on est plutôt en dessous de 1%. Et donc ceci, la BCE ne peut pas l'accepter, tout simplement parce que même si c'est bon pour le pouvoir d'achat, le ralentissement de l'inflation, ça renchérit le coût d'endettement des États, puisque ces États remboursent avec des taux d'intérêt. Les taux d'intérêt baissent, mais comme l'inflation baisse, eh bien les taux d'intérêt réels, c'est les taux d'intérêt nominaux moins inflation augmentent. Or, vous ne pouvez pas réduire votre dette si les taux d'intérêt réels augmentent. Alors, de manière globale, j'ai compris que dans les pays développés, finalement, la croissance allait s'accélérer dans une proportion plus ou moins forte, mais s'accélérer. Alors, dans les pays émergents, au contraire, qu'est-ce qu'il en est réellement? On a vu il n'y a pas très longtemps l'annonce des réformes en Chine à horizon 2020. Est-ce que c'est une bonne chose? Je pense que c'est une excellente nouvelle parce que, effectivement, contrairement aux pays développés qui semblent être engagés sur plutôt une accélération de la croissance économique, avec tous les bémols et toutes les précautions de mise, autant les pays émergents sont plutôt rentrés dans une phase de ralentissement, avec toujours ce risque que ce ralentissement, finalement, débouche sur un atterrissage en catastrophe. Et pourquoi la situation est très compliquée dans un certain nombre de pays émergents, et notamment la Chine, c'est que non seulement c'est un ralentissement conjoncturel, classique, mais c'est également une phase de transition structurelle, puisqu'un certain nombre de pays, et la Chine en premier, sont en train de passer d'un modèle de croissance axé sur les exportations, l'investissement à tout va pour exporter au maximum, à un modèle de croissance basé sur la consommation domestique. Et les réformes qui ont été annoncées à horizon de 2020 par les Chinois sont, à notre avis, un tournant dans le sens où ces réformes, rapidement, ça va de la fin de l'enfant unique à la libéralisation financière, à des réformes agricoles notamment, vont permettre de consolider la montée en puissance de la classe moyenne dans ces pays-là, et en Chine en particulier. Et donc ça devrait augmenter la probabilité de réussite de cette transition extrêmement délicate entre deux modèles de croissance. Donc à court terme, les émergents, toujours un peu sous pression, notamment si les Américains commencent à augmenter à changer leur politique monétaire, mais ces annonces vont plutôt dans le bon sens. Alors passons maintenant à la stratégie. On l'a dit en début d'émission, les marchés actions ont fortement progressé. Alors que faites-vous? Vous restez investi? Alors on reste investi. Alors bien entendu, on réduit un peu la voilure, tout simplement parce que ces performances vont au-delà de ce que nous avions anticipé. Et je sais qu'on faisait partie des maisons plutôt optimistes. Mais on reste investi pour les raisons dont j'ai parlé tout à l'heure. C'est-à-dire que, bien entendu, les valorisations sont un peu tirées, mais on n'a pas encore de bulle, on n'a pas de marché surévalué. Et encore une fois, je rappelle, les marchés ne s'arrêtent pas sur des valorisations moyennes. Il y a tous les facteurs dont on a parlé, redressement. Et puis les indicateurs avancés, s'ils se confirment, signalent effectivement, possiblement, un début d'amélioration de la microéconomie. Donc tout ça fait qu'on reste investi avec, bien entendu, en privilégiant la zone euro, puisque c'est là où la dynamique devrait être la plus favorable. Le Japon, comme marché joker, quand on parle de politique monétaire très accommodante, là-bas, ils sont en train de faire des politiques ultra accommodantes et pour longtemps. Et puis, les émergents tactiquement, alors je ne parle pas des marchés américains, ça reste un marché de fonds de portefeuille, mais ce n'est pas celui qu'on privilégie à court terme. Alors, la performance des obligations privées a continué de progresser, elle a été significative et pourtant, les écarts de rendement sont de plus en plus faibles. Alors, est-ce que vous continuez à privilégier cette classe d'actifs? Alors là aussi, et d'ailleurs, c'est un élément qui nous rend encore, je dirais, confiants sur les marchés actions, puisque le message que nous envoie le marché des obligations privées est un message assez constructif, puisque les écarts de rendement continuent de se réduire, ces obligations s'arrachent aujourd'hui dans le marché, ce qui veut dire que les investisseurs sont persuadés que la situation financière des entreprises est saine. Les entreprises sont peu leveragées, elles ont des bilans relativement sains,
Alors, vous retrouvez beaucoup d'entreprises des pays du Sud, notamment d'entreprises bancaires. Et donc, on reste positif, non seulement sur cette classe d'actifs, mais également, j'aurais pu en parler tout à l'heure, ça nous rend également, c'est un élément qui est important pour les marchés actions. Alors, vous avez tout à l'heure parlé des pays du Sud. Justement, les obligations des pays périphériques ont aussi continué à progresser. Alors là encore, est-ce que vous les favorisez toujours? Oui, oui, parce que d'abord, j'allais dire, c'est un peu presque une preuve par l'absurde, dans le sens où, de toute façon, c'est presque tautologique. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir une poursuite du redressement en zone euro si les taux d'intérêt de ces pays-là ne baissent pas. Donc la BCE le sait, et c'est pour ça qu'on pense que la BCE va être proactive. Et un élément important, c'est ce qui se passe en Allemagne. Très intéressant, hein. Vous savez que les Allemands ont toujours été un peu en arrière, hein, par rapport à ces mesures de soutien. La Bundesbank a été souvent en guerre contre la BCE, contre sa politique notamment de rachat d'actifs, même si c'est très limité. Or, les Allemands sont en train de passer dans le camp, j'allais dire, et soutenir la BCE. Donc tout ceci, plus l'amélioration qui est saluée même par les agences de rating, hein, pour ces pays du Sud, eh bien, devrait normalement favoriser la poursuite de la baisse des taux dans ces pays-là. Et pour conclure sur l'échange, est-ce que vous êtes toujours positif sur le dollar? Alors, oui, alors je sens à votre ton que ça ne marche pas, et vous avez raison, le dollar a du mal à embrayer contre l'euro. La raison, c'est que finalement, on a une politique, une banque centrale américaine, malgré le redressement économique, qui est aussi accommodante que la BCE. Donc oui, on reste persuadé que le dollar devrait finir par monter contre l'euro, parce que devant nous, on s'attend à une déconnexion un peu plus forte entre une croissance américaine relativement solide, qui impliquera une banque américaine qui passera à l'action en commençant à réduire sa politique monétaire, même si de manière graduelle, au moment où on aura une banque centrale européenne qui devrait continuer à être plutôt accommodante. Donc ça devrait être plutôt pousser le dollar à la hausse contre l'euro. Rachid, merci. Merci à vous. Quant à vous, je vous remercie d'avoir suivi ce décryptage de l'actualité économique et financière, et on se donne rendez-vous le mois prochain.